long. On kiffe, on rigole, captivant tout le temps. Chaud, paisible et inspirant. C'est pour mes ladies, pour mes hommes. C'est de la culture, c'est le sport. L'écriture, l'innovation, éducatif et fraternel. Éducatif et fraternel. J'ai l'amitié, talent, amour, fraternité, tous productifs et inspirés. West Africa Show, West Africa Show, West Africa Show, West Africa Show, Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. J'ai dit toujours bonjour, bonsoir parce que l'émission est regardée dans le monde entier, c'est pas seulement au Tchad, hein. Vous savez, avec les satellites, on est reçus et donc je salue tous nos téléspectateurs de par le monde et même et je salue nos camarades, nos frères marocains qui sont à la Coupe du Monde. Je suis sûr qu'ils nous suivent. Et voilà, et puis je suis très très heureux de vous retrouver et je vois des visages que j'ai connus déjà la dernière fois et des nouveaux visages et je suis très très heureux. Vous êtes à Fest Africa Show, l'émission qui fait... Oh là là, je n'entends pas très fort, il fait froid ou quoi? Fest Africa Show, l'émission qui fait... Ben voilà, applaudissez très fort. Alors, je vois qu'il y a une majorité, 99,99% des jeunes. Et donc, cette émission vous est consacrée pour parler de vos problèmes et pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, n'est-ce pas, puisque vous êtes jeunesse, le fer de lance du pays. Et applaudissez pour vous. Alors, nous avons des invités de marque que nous allons recevoir sous vos applaudissements. Je vous demande d'accueillir Madame Fatimé Doungous, qui est Fatimé Doungous, Madame. Alors, Madame Doungous, vous êtes à l'émission, donc vous savez, je vous accompagne quand même. Faites attention à nos sièges qui sont assez spéciaux. Voilà. Alors, toujours sous vos applaudissements, nous allons accueillir cette fois-ci Monsieur Souloukna Léonard, directeur de la jeunesse. Il est tout en noir, monsieur de la jeunesse. Et puis, après Monsieur Souloukna, nous allons accueillir Madame Azoura Diguera. Azoura Diguera. Ben, je suis poète à mes heures perdues. Ah. Non. Alors, après Azoura, nous allons accueillir un médecin qui est né dans un hôpital d'ailleurs. On va vous raconter l'histoire tout à l'heure. Il s'appelle Dr Yamtoba Christian. Docteur. Non. Je vous adore parce que vous êtes né dans un hôpital, un centre de santé. Et donc, c'est tout à fait logique. Alors, donc, nos invités sont là, ceux qui sont sur le plateau, mais il y a également d'autres invités qui sont ici. Zénith, voilà, levez-vous le Zénith. Le Zénith, quand le soleil est au Zénith, c'est-à-dire, il est au milieu. Vous êtes au milieu du pays, c'est une très bonne chose. Applaudissez pour vous. Et puis nous allons partir dans le premier arrondissement. Le premier arrondissement, c'est où? Ah, je croyais qu'il allait dire Walia. Bon. Donc à Farsha, avec l'Institut Amoul de Farsha, est-ce qu'il y a des élèves de Amoul? Oh, mais vous êtes... Alors, Amoul, levez-vous! Ah, c'est les plus nombreux. Non, je suis très, très heureux de vous voir parce que là, vous représentez valablement Farsha, Amoul. Applaudissez très fort encore. Est-ce qu'il y a quelques membres de GELAF qui sont là, qui ont fait l'honneur de venir à Fest Africa Show? GELAF. Merci, GELAF. Je voudrais également signaler la présence de Eden
Oulatar, qui est un artiste photographe. Ce sont ses œuvres qui sont là et vous allez découvrir tout à l'heure. Applaudissez pour cette émission qui va commencer et qui fait chaud. Je voudrais également signaler que l'émission est réalisée en partenariat avec Technidev, dont les membres sont sont là. En force, dirigée par Madame Swad Fadoul, qui est là en chair et en os. Voilà, alors, je vais prendre place pour commencer cette émission. Alors, l'émission, comme je disais, est consacrée donc à la jeunesse et surtout à la santé de la reproduction, la scolarisation, le maintien des filles à l'école. Le thème précis, c'est influence de l'éducation à la vie et à la santé de reproduction sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Quand on dit comme ça, c'est très long. Peut-être qu'on ne peut pas tout comprendre, mais avec nos invités, avec les échanges, etc., on comprendra de quoi il s'agit. Et donc, c'est la deuxième émission, parce qu'il y a déjà eu une émission le vendredi dernier, où nous avons abordé un certain nombre de thèmes. Je vois sur le plateau qu'il y a 3 invités qui étaient là la dernière fois. Donc, Madame Dungus, le directeur de la jeunesse Souloukna, et le docteur Christian qui était également là à cette émission. Et à cette première émission, nous avons abordé des questions des relations interpersonnelles, les relations entre les familles, les enfants, les parents, etc. Nous avions également parlé des valeurs, des droits, la culture, la sexualité. Nous avons également évoqué la question du corps et du développement humain et surtout la santé de la reproduction. Alors, cette fois-ci, nous allons surtout aborder la question de l'usage des substances psychoactives par les adolescents et les jeunes. Entendons par là la consommation de l'alcool, le tabac, etc. Et pour ça, nous avons l'association Les Dari qui est là dans la salle. Applaudissez pour elle. Je vais me tourner maintenant vers mes invités. Je préfère commencer par docteur Christian. Je disais tout à l'heure que vous êtes né dans un centre, l'ACBF, l'association pour l'association tchadienne. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vraiment une coïncidence. Et vous avez beaucoup travaillé sur ce document. Et donc, c'est ce document, Éducation à la vie et à la santé de la reproduction, un travail qui est fait avec le FUNIAP en français, l'UNFPA, Technidev. Et vous, en tant que médecin, vous avez travaillé sur ces questions-là. Il y a 8 concepts importants qui sont développés dans ce document. Dans un premier temps, ce que je voudrais, c'est que vous nous résumiez très rapidement, si vous avez des mots-clés par rapport à la première émission, les relations interpersonnelles, les valeurs, les droits, le corps, la santé sexuelle. Et puis ensuite, nous allons aborder la deuxième partie avec Azoura, par exemple, dont l'association GELAF travaille sur les violences basées sur les genres et qui, en ce moment, est très, très active dans les 16 jours d'activisme. Voilà, docteur. L'opportunité nous permet de dire merci à tous les acteurs, ceux qui ont permis la réalisation, l'élaboration de ce document, donc notamment le partenaire UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, Technidev, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà, donc, comme nous avons eu à discuter à la première émission, tous, nous avons compris que les questions liées à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents constituent vraiment, dans la plupart des pays africains, et notamment chez nous au Tchad, des questions très taboues. Et donc, du coup, à la base, peut-être moi, j'ai eu la chance, ma génération, d'aborder ces questions avec ma société, avec ma famille et puis l'entourage. Mais nos aînés, personne.
Personne n'a eu à discuter de ces choses dans la communauté, au sein, c'est pas moi, à l'école ou encore à la maison. Et donc, du coup, il y a beaucoup de défis en lien avec la santé de la reproduction des jeunes et adolescents. Et donc, ces défis, on peut les nommer entre autres les grossesses précoces, les mariages précoces, les relations sexuelles précoces, la mortalité maternelle et infantile, la mortalité même des enfants, et tout ce qui est lié vraiment avec les soins de santé néonataux et obstétricaux d'urgence, d'accord? Parce que ce sont les plus jeunes qui tombent enceintes et avec tous les corollaires. Associé à cela aussi, des défis en matière de tout ce qui est problème d'infectiologie, donc les maladies infectieuses en milieu jeune, telles que les hépatites virales, le VIH et bien d'autres maladies. Donc tout cela est la résultante, la cause d'une sous-information. Il n'y a pas une éducation de base de la part de la société, de la part des familles en faveur des jeunes. Et donc, du coup, on se rend compte que les jeunes sont abandonnés à leur triste sort et vous savez déjà que leur éducation en prend un coup. Raison pour laquelle le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation nationale, avec les partenaires du Tchad au développement, ont eu à travailler pour avoir ce document de référence pour l'éducation à la vie et à la santé sexuelle des jeunes et adolescents. Alors, de façon brève, le document est résumé en 8 concepts clés. Donc, vous avez déjà cité donc, tout ce qui est les relations interpersonnelles, tout ce qui est lié à la santé de la reproduction des jeunes et adolescents, la planification familiale des jeunes et adolescents, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et leur impact sur les jeunes. Et enfin, l'utilisation des substances psychoactives des jeunes et leur impact aussi avec leur scolarisation. Et surtout le maintien des filles à l'école. Donc voilà un peu, le document est très volumineux. On ne peut pas passer 1 heure, 1h30 à le développer ici, mais voilà un peu de façon globale l'idée qui a guidé la conception de ce document. D'accord, merci. Applaudissez très fort pour le docteur. De toute façon, ces questions sont tellement importantes et je dirais surtout que ça concerne la jeunesse et puis c'est pas en 1 ou 2 émissions qu'on peut traiter et donc de toute façon ce document il est conçu pour entrer à l'école. En principe tout le pays devrait s'en servir et donc je dirais que ici nous abordons les questions du point de vue médiatique. Juste pour relayer, mais le vrai travail, c'est à l'école, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Alors, du coup, je vais me tourner vers Madame Fatimé Doungous. Alors, ce que je propose, c'est que, comme il y a 4 sujets que nous allons aborder aujourd'hui, donc il y a l'usage des substances psychoactives par les adolescents et jeunes, et puis il y a le genre et violence basée sur le genre. Donc, dans un premier temps, nous allons nous appesantir sur ces 2 questions. Et puis ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons aborder la question de la sexualité, les comportements sexuels et puis l'offre de services de santé reproductive adaptés aux jeunes. Alors, je me tourne donc vers Madame Fatimé Doungous, qui est déjà une habituée de Fest Africa Show. Applaudissez pour elle. Alors, Madame Doungous, elle est enseignante, sage-femme. Elle enseigne à Ibn Sina. Voilà, aujourd'hui j'ai réussi. Donc j'ai droit au chocolat. Et puis aussi à Ifsigo, dans le 1er arrondissement. Alors, sur ces questions, Madame Doungous, sur l'usage des substances, l'alcool, le tabac, la drogue, est-ce que c'est des questions que vous abordez dans vos cours? Bon, bonsoir d'abord tout le monde. Par rapport aux usages des substances, je dirais d'abord qu'en premier, je travaille avec 2 types de jeunes en fait. Je travaille avec des jeunes plus ou moins de 12 à 18 ans. Avec eux, c'est plus ou moins la sensibilisation, c'est de leur expliquer les méfaits de toutes ces substances dans leur vie, dans la communauté et plus ou moins c'est la prévention avec eux. Parce que ce sont des jeunes en fait encore qui ne sont pas dans ce mode de vie. Donc avec eux, c'est la sensibilisation et ils adhèrent, ils comprennent, et ils posent des questions et parfois je leur dis de voir un peu dans l'entourage. Voilà, il faut essayer de voir dans l'entourage, d'analyser en fait les différentes personnes qui
consomment et qui n'en consomment pas, de voir l'impact que ces substances apportent. Et vraiment, ce sont des filles qui adhèrent. Elles me disent, oui, c'est vrai qu'on a vu quelqu'un. Donc, elles-mêmes, elles expliquent. Et du coup, je leur dis, OK, vous avez vu, donc vous comprenez. Alors, abstenez-vous pour le bien-être, déjà pour votre santé. Parce que déjà, en fait, les drogues et autres apportent beaucoup d'inconvénients, même sur la santé. C'est des jeunes filles, demain, elles sont amenées à enfanter. Donc déjà, l'impact des drogues, de l'alcool, ça apporte déjà des dégâts néfastes sur la santé du fœtus. Donc déjà pour son développement. Donc du coup, en fait, avec ça, elles adhèrent. Et de l'autre côté, avec les étudiants, eux, en fait, c'est sur la base des relais. Oui. Eux, ils sont censés apporter un relais communautaire. Avec eux, en fait, on aborde largement les risques que nous voyons sur le terrain et nous leur expliquons, en fait, les abords. Premièrement, d'abord, il faut étudier le terrain. D'abord, de voir la population cible et de comment aborder ces différentes personnes afin de pouvoir éradiquer. C'est vrai que ce serait difficile de dire que nous allons estomper le problème, mais néanmoins, c'est en fait de pouvoir cibler les populations et de pouvoir véhiculer le message et par la suite faire une évaluation. C'est ça. Ouais. Alors, ça nous ramène un peu aussi aux relations interpersonnelles. Tout à l'heure, vous parliez de l'entourage. Et là, vous me tendez la perche pour que je me dirige gaillardement vers le directeur qui me regarde de façon... Monsieur le directeur, vous me regardez, vous me faites peur, là. Alors, Monsieur Soulokna Léonard, il est directeur de la jeunesse. Le nom de votre ministère est tellement long, je le cherche. Directeur de la... Ministère oui, de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial. Personne ne m'a vu. Alors, je parlais des relations interpersonnelles, c'est-à-dire que, par exemple, un enfant dont les parents sont, ou la mère ou le père est alcoolique, comment ça peut se passer? Ça peut être très dommageable, en fait, pour l'enfant. Et puis, ça nous ramène aussi aux questions de valeurs encore, vu nos valeurs, on ne peut pas aborder comme ça la question, mon père est alcoolique, je vais lui dire, mais papa arrête de boire, ou je ne sais pas si, bon, peut-être aujourd'hui, au XXIe siècle, de plus en plus, les enfants, en tout cas, moi du XIXe siècle, je dirais pas, mon père, papa arrête de boire, quoi. Alors, en tant que parent, parce que ici, vous êtes à double titre, hein. D'abord, vous êtes invité. J'allais justement demander, oui. C'est à quel titre je suis ici? Oui, non, mais à double titre. Même si vous avez une seule casquette, mais vous avez deux casquettes au fond. Alors, parce que vous êtes membre actif de l'association des parents d'élèves du lycée Sacré-Cœur. Vice-président. Vice-président, voilà. Et en même temps, vous êtes quand même directeur de la jeunesse, puisque la question, donc, l'un dans l'autre, voilà, je vous pose la question. Commençons par l'alcool, la prise de l'alcool, le poids, l'impact sur la jeunesse. Ok, merci pour l'invitation. Je crois que c'est une deuxième ou une troisième fois déjà que je suis sur ce plateau-là. Presque chroniqueur, hein? Bon, je ne le dirai pas encore. Ça viendra. Inch'Allah. Ok, et donc, merci pour aussi le sujet. Il est assez délicat. Et l'alcoolisme ou tous ces effets-là portent un coup dans l'éducation de nos enfants. Et ces choses-là font partie des défis que rencontrent les jeunes. Entre autres défis, a cité tout à l'heure le docteur. Et donc, c'est vrai que ça a un impact. Je dois dire que nos enfants proviennent des horizons divers. Il y a des enfants il y a des enfants qui vivent l'exemple que vous venez de donner. D'autres ont des parents qui sont très responsables, mais qui vivent dans un environnement où l'alcool est presque, comment je pourrais dire, l'alcool se vit, la consommation est pratique et quotidienne. Et donc ces enfants viennent de ces horizons divers. Lorsqu'ils sont à l'école, c'est de la responsabilité de l'école de leur donner l'information. En fait, à l'école, on donne des informations aux enfants pour qu'ils puissent être des personnes mûres, des personnes sages et pouvoir prendre leurs décisions, les décisions de leur vie.
Et donc, l'école a cette responsabilité-là d'expliquer, de donner des réponses, des éléments de réponse à l'enfant. Ce n'est pas de lui faire un cours sur l'alcoolisme, mais lui donner des informations. Et je l'ai dit ici la dernière fois, les informations auxquelles nous exposons nos enfants varient suivant leur âge. Quand c'est la tendre enfance, il y a un paquet d'informations qu'il faut mettre à la disposition de l'enfant et progressivement qu'il mûrit. Ça, c'est ce que je voudrais dire. Maintenant, nous n'avons pas que les enfants qui sont à l'école. Et ça, c'est la responsabilité de notre ministère, de s'occuper aussi des jeunes qui sont dans les quartiers. Et pour ce faire, le gouvernement, à travers le ministère, a mis en place des structures. Des structures qui sont publiques, des structures qui sont privées. Quand je dis publiques, ce sont les structures de l'État, des partenaires au développement. Quand je dis des structures privées, ce sont des associations de jeunesse, des partenaires techniques qui participent à l'encadrement de la jeunesse. Et là aussi, par rapport à la thématique sur l'alcool ou sur l'alcoolisme, il est question ici d'aller vers cette jeunesse-là et de lui présenter la situation sur le sujet, de lui donner les informations utiles pour que les jeunes, en toute conscience, décident de l'orientation qu'ils voudraient donner à leur vie. Maintenant, je reviens sur le cas d'espèce. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez pris un exemple en disant « Et si son père et sa mère sont alcooliques ?» Oui. Est-ce que l'enfant peut échanger? Humblement, je dirais que c'est pratiquement impossible. Et c'est ce que vous êtes, c'est votre façon de vivre, vous le parent, qui enseigne à l'enfant ce que l'enfant va développer plus tard. Et donc l'enfant ne pourra même pas avoir ce courage ou cette possibilité même de parler avec son père. Par contre, dans la grande famille, il pourrait avoir des oncles, des tatas, des mamies, des personnes mûres et sages qui peuvent travailler avec l'enfant en dépit du fait que l'enfant vit dans cette famille-là. Et l'école vient en complément, où les associations et les structures dans les quartiers qui participent à l'encadrement de la jeunesse viennent en complément pour aider l'enfant et lui faire comprendre que malgré que ton père ou ta mère vit cette situation-là, ce n'est pas la fin du monde. Et que tel que tu vois toi-même, c'est très dangereux. Tu n'auras pas d'avenir si toi aussi tu commences par faire comme il faut. Je voudrais terminer pour dire que nos écoles ne vendent pas de l'alcool, n'encouragent pas l'alcool, mais ils ont l'obligation de parler des défis que rencontrent les jeunes, que ce soit l'alcool. Et c'est ça qui n'est pas évident. Je ne suis pas très sûr qu'on parle des questions d'alcoolisme dans les écoles. Je ne suis pas très sûr. Mais bon. Si vous permettez, oui. je voudrais peut-être embrayer pour dire en fait que malheureusement dans nos écoles n'ont pas été construites avec cette philosophie ou ce programme de développer des activités extrascolaires. Voilà. Aujourd'hui, nos animateurs, je précise que le ministère en charge de la jeunesse met des animateurs sur le terrain qui participent à l'encadrement des jeunes. Ces animateurs se retrouvent dans les communes, dans les établissements scolaires. Et ces animateurs, finalement, sont obligés de réunir les enfants dans les salles de classe comme si c'était un cours de géographie, d'histoire ou de mathématiques qu'ils donnent. Normalement, les établissements doivent prévoir des aires, n'est-ce pas, des salles, n'est-ce pas, pour permettre à l'animateur de développer des sujets, de mettre en place des activités qui ne sont pas que scolaires. Et développer donc en termes, je crois que madame la dernière fois l'a expliqué, qu'ils font ce travail avec les jeunes. Merci, on va revenir. Applaudissez pour le directeur de la jeunesse. Et puis tout à l'heure, je pense que je vais certainement poser la question aux établissements qui sont représentés ici à Moule, Zénith, et pour nous dire si vous avez déjà vu un jour un animateur à l'école. Donc, bon, on reviendra. Alors, madame Azoura Diguera, je vais vous demander d'attendre un peu parce que j'aimerais concentrer les VBG avec vous puisque là, vous êtes en plein dans l'action en ce moment. Et donc, j'aimerais me tourner vers l'association Ledari avec Espérance. Je ne me suis pas trompé. Espérance. C'est la femme qui a beaucoup de cheveux là, non? Oui. Donc, Espérance. Alors,
par rapport à votre association, d'abord parlez-nous de votre association qui travaille dans ce domaine de lutte contre l'alcoolisme. Qu'est-ce que vous faites exactement et quels sont vos constats, quoi? Quels sont vos constats? D'accord. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis Espérance, chargée des affaires extérieures de l'EDARI. Ok. Et l'EDARI est une plateforme laïque à but non lucratif qui œuvre pour hisser le Tchad un peu plus haut. Donc, nous avons pour objectif de construire, c'est-à-dire de contribuer plutôt à construire un citoyen épanoui, un citoyen fier de son pays, justement, fier de son pays. Et pour réaliser cet objectif, nous passons à travers 2 grands axes qui sont la valorisation du patrimoine national tchadien et également la sensibilisation de la jeunesse contre les maux qui minent son épanouissement. Donc, c'est ce que l'EDARI fait en gros. Et sur la question de l'alcool, alors? Sur la question de l'alcool, bien sûr, ça intervient dans la partie sensibilisation des maux qui minent l'épanouissement de la jeunesse tchadienne. Donc, nous avons déjà eu à organiser plusieurs sensibilisations dans les écoles et également dans les communes de N'Djamena. Et ce sont vraiment des sensibilisations qui ont eu un impact parce qu'à travers ces sensibilisations, nous avons eu à déconstruire un peu les fausses idées qui circulent parmi les jeunes. Oui. Parce que l'on pense d'ailleurs que l'alcoolisme est à la mode. Oui. Les jeunes pensent que l'alcoolisme est à la mode. Donc, et aussi, il y a des industries de l'alcool, du tabagisme qui font des publicités pour attirer plutôt les jeunes. Vous trouverez par exemple des mentions cigarettes légères, cigarettes mentholées. Et généralement, ces industries font passer ces cigarettes comme moins nuisibles pour la santé et que les jeunes peuvent fumer et consommer normalement. Donc déjà, nous avons, à travers nos sensibilisations, aidé les jeunes à comprendre que ces cigarettes sont à la fois, que ce ne sont que des arguments commerciaux et que ces cigarettes sont à la fois nuisibles pour leur santé. On parle aussi de la chicha, par exemple, qui est de plus en plus consommée. C'est à la mode, hein? C'est vraiment à la mode. C'est ça. Et généralement, les jeunes pensent que, puisque la chicha sent bon, l'odeur de la chicha... c'est chic, quoi. La chicha, voilà, c'est chic, ça sent bon. C'est pas la publicité pour la chicha. Donc, oui. Généralement, ils pensent que la chicha, c'est normal, ça ne fait même pas de mal. C'est ça. Alors qu'en réalité, la chicha contient 7 fois plus de nicotine qu'une bouffée de cigarette. Donc, ce sont des arguments que les jeunes... Ce sont des arguments que les jeunes ont apprécié apprendre et ils nous ont dit clairement qu'ils ne le savaient pas. Mais que fait l'État? Moi, je n'ai jamais vu une sensibilisation du ministère de la Santé par rapport à la chicha ou je ne sais pas. Je pose la question au ministre de la Santé. Hein. Je pense qu'il regarde l'émission, donc il va nous répondre dans la prochaine émission. Okay. Exactement. Oui, oui. Donc, c'est vraiment... Et puis, il y a les sachets. Il y a une dizaine ou quinzaine d'années, les petits sachets, là, vert, jaune, c'est plein d'alcool, frélaté et... Hein? L'enguerek, c'est ça? L'enguerek, oui, l'enguerek. Regardez, l'enguerek. Ça fait rire, mais ça tue, hein? Alors, ça a envahi le pays. Peut-être que vous n'êtes pas outillé, vous ne représentez pas l'État, donc vous faites ce que vous pouvez. Hein. Alors, applaudissez très fort pour l'EDARI, s'il vous plaît. Alors, je voudrais, sur ce sujet de l'alcoolisme, voilà. Lui, non seulement il boit, mais il fume les deux ensemble, quoi. Donc, ça, c'est le travail de Eden, je voulais présenter tout à l'heure. Oui, Eden. Viens, l'artiste, toi, tu as la chance que je te tutoie, viens. Alors, regardez, cette image illustre assez bien le sujet dont on parle. Comment t'es venue l'idée de faire ce travail? Et là, sur ce sujet bien précis, lui, c'est la totale, quoi. Il a l'alcool et la cigarette en même temps. Peut-être c'est la drogue, d'ailleurs, je ne sais pas. Bonsoir tout le monde. Alors déjà, on a eu la chance de collaborer avec TechniDev sur ce sujet. Là, nous présentons exactement un sujet qui est
à la fois alcoolique et il consomme de la drogue, disons. L'inspiration vient du fait que, à travers le manuel, écrit par Christian, je me suis inspiré de ça pour pouvoir venir sortir avec cette image. Là, on voit un jeune homme qui est à fond dans sa cigarette. Oui. Il est dans son monde, dans sa bulle. Il consomme de l'alcool qui est un excitant aussi. Une fois qu'il a la consommation de ces deux excitants, ça le pousse maintenant à aller vers des gens et commettre de graves choses comme la violence, c'est tout. Et là, tu l'as trouvé, parce que je me disais, est-ce que c'est la fiction ou c'est un vrai, quoi? Oui. Tu l'as déniché comment? Comment tu procèdes pour travailler, découvrir, parce que là, c'est ça le problème de l'art, c'est que c'est très beau, malheureusement. La photo, elle est très jolie, mais c'est destructeur en même temps, quoi. Oui. Alors, on procède par caractère. Genre, à travers le sujet, donc le thème. Je prends le thème, j'étudie le thème et je cherche des personnes qui ont des traits très spécifiques au thème. D'accord. C'est comme ça que je fais ma sélection. Une fois que j'ai le caractère ou le sujet, Oui. je commence à procéder à la séance photo. D'accord. Mais toi, tu fais ton travail juste de photographe. Tu discutes avec eux, tu sensibilises ou tu fais juste... Non, moi, je suis artiste, je suis venu vous photographier, c'est tout. Bien sûr qu'il y a un travail à faire. Ah bon? Donc, on discute d'abord avec le sujet, Oui. on lui explique le thème et on essaie de voir comment on peut bouger ensemble parce que c'est très important de bouger ensemble. On bouge en tant qu'équipe. D'accord. Je travaille généralement avec une équipe et je veux que l'équipe comprenne qu'on travaille ensemble. On Oui. quitte du point A pour arriver au point B. Voilà. Très bien. Applaudissez très fort pour l'artiste Hélène. Il y a... Alors, ça tombe bien parce que j'aimerais cette fois-ci donner la parole à Madame Azoura Diguera qui attend la parole depuis. Et cette image de violence basée sur le genre, parce que là, c'est une femme qui souffre. Et donc, je vais passer la parole d'abord à Azoura. Alors, Azoura, donc vous êtes la présidente de Jeunes Leaders. Je vais chercher mon papier. Pour l'autonomisation des femmes. Ah, bon, voilà, pour l'autonomisation des femmes. D'abord, j'ai vu pendant ces 16 jours d'activisme beaucoup de travail sur les réseaux sociaux que vous faites. Et pour ça, applaudissez très fort pour elle. Parlez-nous un peu de votre association et puis de dire ce que vous faites concrètement maintenant. D'accord. S'il vous plaît. Donc la GELAF, comme je l'ai tantôt dit, Jeunes Leaders pour l'autonomisation des femmes, est une association créée par des hommes et des femmes qui sont engagés Oui. et se sont sentis interpellés par certains maux qui vivent dans la société avec nous et surtout à l'endroit des femmes. Et ils se sont dit, OK, on va apporter notre pierre à l'édifice, si minime soit-elle. Donc nos objectifs parmi tant d'autres sont déjà la recherche de l'autonomisation des femmes, économique et sociale, à travers l'éducation des jeunes filles, donc la promotion de l'éducation. Nous luttons aussi contre certains maux qui marginalisent les femmes, donc le mariage forcé, précoce, les mutilations génitales féminines et consorts. Et dernièrement, on a aussi mis en place un projet qu'on n'a pas implémenté, mais qui sera très bientôt fait. Oui. Les femmes pour la paix. Donc voilà, chercher la paix à travers les femmes, parce que dans l'histoire qu'on a appris et tout, et sur les recherches, à travers les recherches, on a remarqué qu'au fil des années, depuis des décennies, depuis des centenaires, les guerres, peut-être, sont créées par les hommes et les femmes, mais les traités pacifiques qui ont vraiment réussi à la base se trouvent toujours les femmes. Les femmes. Voilà, donc déjà l'émotion, elle est féminine et tout, donc on s'est dit, peut-être avec un peu de rigueur derrière ça, oui, on pourra arriver à la paix tant souhaitée dans le pays. Donc pendant les 16 jours d'activisme pour cette année, donc pour nous déjà les téléspectateurs, les 16 jours d'activisme ont été créés du 25 novembre au 10 décembre. On a plusieurs journées internationales, mais toutes relatives aux droits humains. On commence par le 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
pour finir le 10 décembre, la journée internationale des droits de l'homme. Demain. Demain, c'est la clôture des 16 jours d'activisme. Okay. Donc nous, on se focalise pendant ces 16 jours pour amplifier notre sensibilisation et toutes les actions qu'on mène pour lutter contre les violences faites aux femmes. Mais ça ne voudrait pas dire que pendant les 300 quelques autres jours, on se repose. On le fait, mais on s'est dit pendant les 16 jours, on amplifie pour que les causes soient beaucoup plus grandes. Pour cette année, par exemple, vous l'avez dit, on maximise un peu le volet digital parce qu'on s'est dit, tous les jeunes maintenant sont très connectés. On nous appelle la génération tête baissée. Chacun avec son téléphone Android et tout. Et le message passe très vite. Le téléphone a su captiver l'attention qu'un être humain en face n'arrive pas à faire avec une personne. Donc on a commencé d'abord par côté santé sexuelle, par exemple. On a fait un Facebook Live le 1er décembre pour la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida avec comment on appelle, le CNLS. Okay. Voilà, et ça a fait, on a vu la participation de presque 400 quelques personnes qui étaient actives. Et malheureusement, le réseau, tout ça qui dérangeait, sinon je pense qu'on aurait pu un peu faire beaucoup plus, mais on s'en est tenu à arrêter là comme ça. Après, le 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes handicapées, oui. On s'est dit, parce que nous, avant tout, on mise sur l'inclusion. D'habitude, c'est la première fois. Hein. Les années passées, on n'a jamais travaillé avec les personnes handicapées. Cette année, on s'est réunis, on s'est dit, mais pourquoi ne pas impliquer nos sœurs handicapées? Parce qu'elles sont 2 fois plus marginalisées. Déjà par le fait d'être handicapées, et ensuite, si elles subissent des violences, voilà, ça fait 2 fois plus de victimes. Donc, nous avons fait une conférence débat qui était très animée avec d'éminents orateurs sur les violences et pour leur montrer un peu si elles font face à certains types de violences, vers qui s'est tourner, qui aller voir, qui consulter, et puis quelle approche juridique ou judiciaire on pourra apporter à leur dossier. Et maintenant, demain, on va clôturer avec un sport, on appelle ça comme ça. On a évité d'utiliser le terme marche parce que ça a une connotation un peu un genre ces derniers temps. Donc, on a transformé ça en sport pour une action quelconque. Okay. Donc, à travers le sport, on veut réunir des gens de différents horizons pour lutter pour une cause quelconque. Cette fois-ci, c'est pour l'honneur des femmes. Oui. Et peut-être dans les années prochaines, on pourra développer d'autres aspects derrière ça. Donc, voilà un peu ce qu'on a. Applaudissez! Parce que quand elle parle, ça fait boum, 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 boum au cœur, hein, n'est-ce pas? Ça fait chaud au cœur, chaud, chaud. Alors, je vais me tourner quand même vers les sujets directs. Parce qu'on parle de la jeunesse, là. Là, c'est nous les adultes qui avons parlé jusque-là. Mais les personnes les plus concernées sont bien là, dans la salle. Je vais me tourner du côté de Zénith. Zénith, qui voudrait bien parler? Il y a un élève de Zénith. Zénith. Ok, merci et bonsoir à tout le monde. Je me nomme Baïndoum Francis, je suis un élève du lycée Les Zénith. Et dans ces sujets, nous c'est pas un truc tabou pour nous. Parce que Dieu merci, dans notre lycée, il y a la Croix-Bleue tchadienne qui est là. La Croix-Bleue tchadienne. D'accord. Ils font quoi déjà la Croix-Bleue tchadienne? C'est un peu plus pour lutter contre les violences basées sur le genre, tout ça. D'accord. Et ça, c'est à l'intérieur même du lycée? Oui, et c'est moi-même qui est le président de la Croix-Bleue de notre lycée. Alors, je te dis... Bon, tu as bien parlé, mais tu as fait une faute. Hein. C'est moi qui suis. Moi, je suis obligé de vous corriger quand vous parlez français. Et donc, quand tu rentres, tu cherches un livre de conjugaison, d'orthographe, tu travailles, parce que nous cherchons l'excellence pour le pays. Et le pays, c'est vous. Le pays de demain, là, c'est vous. Il ne faut jamais oublier ça. D'accord? Merci, monsieur. Voilà. Je ne suis pas ton enseignant, je ne suis pas monsieur. D'accord, je t'écoute. Allez, vas-y. Et nous luttons aussi pour ces choses. Oui. Nous faisons partie aussi, nous sommes aussi des membres de la Croix-Bleue et nous luttons aussi, nous faisons partie de ceux qui luttent dans les 16 jours d'activisme. Ah oui. Et nous encourageons nos camarades, nous passons de salle à salle et même dans d'autres établissements. Donc ce sujet n'est pas nouveau pour nous et ça, au fait, on est chez nous parce que c'est des choses qu'on connaît déjà. Waouh. Applaudissez très fort pour lui parce que
Rien que pour ça. La faute que tu as faite, j'enterre ça ici. Rien que pour ça, applaudissez pour lui. Et puis tu as une belle voix, hein. Tu pourras faire de la radio, de la télé un jour si tu veux. Alors je pense que vous êtes accompagné par Madame Banane Anastasie, elle est là? Oui, elle est là. Oui, vous devez bien prendre la parole aussi hein, pour accompagner vos élèves. Nous vous disons merci de nous avoir invités sur ce plateau. Merci. La question d'alcool et de tabac, ce n'est plus nouveau pour nous, comme vient de confirmer notre élève, parce que nos textes sont clairs là-dessus. En plus du règlement intérieur du lycée, nous avons ce que nous appelons les règles de vie, qui se résument en 10 points. Et il y a un point spécifique à l'alcool et un deuxième point également relatif à la consommation du tabac. Il est strictement interdit de consommer de la cigarette au niveau du lycée Le Zénith et également l'accès interdit à tout élève qui vient en état d'ébriété, non seulement pour les cours, mais y compris également les manifestations culturelles. Et donc, dans ce cadre, nous avons un partenariat avec la Croix-Bleue tchadienne qui a mis à notre disposition une éducatrice et elle est inscrite dans le programme scolaire. Elle intervient de la 6e jusqu'en terminale. Et ces séances sont réservées aux violences basées sur le genre, aux questions de sexualité, à la consommation des stupéfiants. Et elle explique amplement aux enfants. Et on a laissé aussi la latitude aux enfants de s'organiser, comme le président de la Croix-Bleue du lycée vient d'intervenir, parce qu'entre élèves, le message passe plus. Et lors de la semaine, par exemple, nationale de la femme tchadienne, on saisit également cette occasion pour discuter lors des causeries, débats, lors des séances, par exemple, de production théâtrale, revenir encore sur ce sujet pour que les enfants prennent conscience du danger que la consommation de ces substances toxiques présente pour leur santé. Merci. Et je crois qu'on ne fait qu'emboîter le pas au gouvernement parce que depuis 2010, il y a déjà une loi qui interdit de fumer en public, notamment la loi 10 du 20 juin 2010. Merci beaucoup. Applaudissez très fort pour Madame Banane Anastasie, mais vous faites un travail formidable. À Zénith, vous faites un travail formidable. Je ne suis pas en train de dire qu'à Amoul, ils ne font pas un travail formidable. Regardez, je me tourne du côté de... Est-ce qu'il y a les élèves de Amoul, de Farcha, les étudiants de Amoul? Amoul sont où? Ils sont là? Alors, qui va prendre la parole? Je précise que à côté de Madame Banane, il y a, vous n'êtes pas seul, donc vous êtes accompagné. Et donc, je profite pour vous saluer au passage. Et puis, à Amoul, donc, nous allons cette fois-ci faire un saut à Farcha. Et là-bas, on parle, on est bilingue. Applaudissez pour Amoul. Alors, qui prend la parole là? Bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir. Je me nomme Daraya Hissène Hangata, étudiante de l'université IPAF, Amoul de Farcha. Institut Amoul de Farcha. Institut Amoul de Farcha, c'est entré définitivement dans mon cerveau. D'accord. Merci. Oui, oui, vas-y, je t'écoute. Sur la question de l'alcoolisme, le tabagisme, est-ce que, et même la sexualité, est-ce que c'est des questions que vous allez d'aborder entre vous, étudiantes, avec les enseignants, avec les parents? En fait, vas-y, respire. pas trop d'idées sur l'alcoolisme et autres. Oui. Mais entre nous, les étudiants, oui. On parle sur mais tu sais qu'il y a des... l'éducation, oui. de la sexualité. Oui. Et puis... Vous parlez de sexualité ou pas? Non, ce n'est pas un tabou, on parle. Ah, vous en parlez? Oui. Vous parlez de mariage précoce? Oui, ça fait partie. On parle du mariage précoce. Tu as quel âge? On ne demande pas aux femmes, mais bon, là quand même,
C'est des étudiants, c'est pas grave. Tu as quel âge? Bon, tu as 20 ans, 21 ans. Bon. La dernière fois, puisqu'on essaie de parler sans tabou, donc chaque fois que... Mais là, c'était vraiment des lycéennes hein, et des collégiennes. Je prenais la parole, je leur demandais, est-ce que tu as déjà un petit ami? Et là, c'était pas toujours évident, quoi. Je pose la question, pourquoi? Parce que quand on voit les statistiques, le nombre de filles à 15 ans qui sont enceintes, ça pose un problème sur la scolarisation. C'est pour ça que je pose ces questions-là. C'est pas pour embêter les filles. Et donc, ce sont les questions maintenant dont on parle. Et donc, voilà. Donc, puisque toi, tu dis, vous parlez de sexualité à l'école sans tabou, ce qui est déjà une bonne chose. Est-ce qu'il y a une autre étudiante qui voudrait compléter à Amoul? Oui, la voisine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Aziza Lachuparka. Oui. Je suis étudiante à l'Institut privé IPAF, Amoul de Farsha, notamment IPAF. Bon, je n'ai pas beaucoup idée sur l'alcool et les cigarettes. Oui. Bon, concernant l'éducation sexuelle, selon moi, c'est une démarche qui vise à apporter aux jeunes des connaissances scientifiques ainsi que des informations objectives. Elle est vraiment importante pour le jeune d'avoir une connaissance en ce qui concerne les sexes, puisqu'elle lutte contre les rapports sexuels précoces ainsi que les mariages précoces. Puis, elle apporte aux jeunes de l'amélioration de la connaissance sur ce qui concerne la sexualité. Et puis, une bonne manière de communiquer envers les parents dans les contextes du sexe ainsi que les relations. D'accord. Alors, de plus en plus, on parle de violence basée sur le genre et on a peut-être l'impression que c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais vous, par exemple, toi, qu'est-ce que tu entends par violence basée sur le genre? Quand on dit ça, comment toi tu comprends ça en tant que jeune femme, en tant qu'étudiante? Bon. Comment tu comprends cette question de violence basée sur le genre? Bon, ce qui entraîne la violence, ce qui concerne le genre, c'est-à-dire le manque d'éducation sexuelle, oui, ainsi que l'absence de l'amélioration des connaissances, les informations scientifiques. Très bien, très bien. Si. Oui, de toute façon, tu as répondu à la question, hein, parce que la question de l'information, elle est très, très importante. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on parle, et je reparle encore de ce document qui est vraiment précieux. Je pense que GELAF n'a pas encore ça. C'est gratuit en plus, hein, donc... GELAF a réussi politique de bon voisinage. Donc, ça, c'est très important. Et avec le docteur Christian, avec Technidev, il y a la possibilité d'aller vers vous, demander l'information. Elle est très importante, l'information, pour avancer. Merci. Merci. C'est toi que je remercie. Okay. Allez, applaudissez très fort pour Amoul. À l'université, je ne sais pas si vous êtes professeur ou est-ce que vous avez accompagné vos étudiants. Si vous pouvez dire un mot quand même par rapport à votre institut, par rapport à vos étudiants, avant qu'on ne revienne sur le plateau. Merci beaucoup. Et je tiens à vous remercier déjà pour tout ce que vous faites en faveur de la jeunesse. Je suis Danoumbehi Léoté. Je suis le chef de département santé à l'Institut IPAF de Farsha. Et concernant ces sujets abordés, je pense que nous ne restons pas derrière. Je pense que ces sujets sont bel et bien inscrits dans le programme de l'enseignement. Comme c'est l'enseignement supérieur et surtout le volet santé, nous avons inscrit ces programmes-là dans l'enseignement. Autrement dit, nos étudiants bénéficient généralement
de l'enseignement sur le genre, sur l'alcoolisme, sur le tabagisme et autres, la santé sexuelle également. Et donc tous ces programmes-là sont inscrits et généralement c'est le programme national qui est soumis par le ministère de la Santé publique. Donc nous, comme nous faisons partie, nous respectons ce programme-là à la lettre pour pouvoir former nos futurs agents de santé pour leur permettre d'être outillés. Après leur formation, ils peuvent être capables de pouvoir répondre à ce genre de questions, comme la sage-femme avait tout de suite dit. Donc, c'est là, à la fin de la formation, ils vont se retrouver au quartier et donc ils vont être confrontés à ce genre de problèmes. Et donc, nous essayons de faire de notre mieux pour que ces étudiants puissent acquérir des informations nécessaires pour leur permettre de pouvoir bien travailler au terrain. Merci beaucoup. Applaudissez pour le premier arrondissement, Farsha Hamoul. Je vais faire revenir encore Eden, non? Eden, parce que j'aime ton travail, alors tu as le malheur que j'aime ton travail. Alors, sur la question basée sur le genre, encore une fois, je vais poser la question par rapport à cette image-ci. J'aimerais que vous me commentiez un peu cette image. Comment vous l'avez faite? Et la même question encore, vous l'avez dénichée où, ces dames? Est-ce que c'est une mise en scène ou ce travail? Est-ce qu'elle a les mains liées, tout rouge, et puis évidemment elle est en larmes? Dans le processus de création, nous on fait ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling est très important parce qu'on ne veut pas juste prendre des images et les montrer au public, mais on raconte plutôt une histoire. Okay? Dans ce cas précis, nous parlons des violences basées sur le genre. Vous avez donc, sur l'image une dame qui a les mains liées. Non seulement elle a les mains liées, mais les mains elles sont liées avec du fil rouge qui représente soit le sang, soit un danger. Okay? Et c'est aussi fait exprès parce que lorsque vous regardez l'image, ça vous attire. C'est l'une des premières choses qui vous attire. Contrairement aux autres qui sont un peu sombres, les couleurs. Donc le rouge vous attire. Okay? Et là, si vous zoomez un peu plus sur le visage, vous voyez aussi qu'elle est en larmes. Donc ça représente la douleur. Okay? Donc si on met tous ces éléments ensemble, on se met dans la tête ou bien dans la peau de la femme qui subit ces violences-là. Donc c'est dans ce processus-là que nous pouvons maintenant créer ces images que vous voyez là. D'accord, c'est une mise en scène. Ouais. Applaudissez pour l'artiste. Merci. Merci, merci. Alors, très bien, je vais revenir vers mes invités, mes illustres invités. Nous avons évoqué dans une première partie de nos échanges l'usage des substances psychoactives par les adolescents et jeunes à l'ère du numérique. Nous avons également abordé la question du genre et de violences basées sur le genre, principalement avec Gelaf Azoura, la présidente. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'on aborde la question maintenant de la sexualité et les comportements sexuels. Et puis l'offre de services, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui se posent. Qu'est-ce qu'on offre, l'État ou les organisations privées ou les associations offrent aux jeunes en termes de services? Donc, Madame Dungus, je commence toujours par vous. Sur la question de la sexualité et des comportements sexuels dans les cours que vous dispensez. D'accord. Merci. Par rapport à la sexualité dans nos cours, d'abord c'est un sujet, comme j'ai toujours tendance à le dire, c'est un sujet sensible et tabou dans notre société. Et il y a le petit mot que je dis toujours à mes petites, vous êtes pressés pourquoi? Il n'y a rien à être pressé en fait, parce que en fait cette sexualité précoce nous dirige plus ou moins en fait sur une grande perte.
Parce que déjà, en fait, c'est des petites filles, on veut au moins qu'elles soient scolarisées, minimum au moins jusqu'à 18 ans. La partie où au moins on estime que toutes ont au moins leur bac. Mais quand vous précipitez à cette sexualité, déjà, qu'est-ce que vous gagnez? Vous ne gagnez rien en échange. Sincèrement, on ne sait pas ce qu'ils gagnent en échange si ce n'est pas une grossesse précoce. Et les risques, en fait, des grossesses précoces, il y en a tellement. Elles ont déjà leur scolarité qui va être chamboulée de partout. Oui. Il y a la souffrance. Et je leur dis clairement qu'en fait, OK, c'est une partie de plaisir de quelques instants, mais il y a la grossesse qu'il y a. 9 mois de souffrance, en fait. Il faut porter une grossesse pendant 9 mois. Et vous êtes jeune. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous allez assumer cette grossesse? Et hormis le fait de la grossesse, encore d'accord, il faut enfanter. Et je leur dis clairement que, en fait, la femme enfante avec douleur. Il ne faut pas vous faire des idées, il ne faut pas vous faire des images, mais réellement, la femme enfante avec douleur. Et vous êtes jeune. Donc, je leur demande d'éviter au maximum, de se préserver au maximum et d'attendre, en fait, le moment approprié. Déjà, même l'État tchadien, il y a une loi qui interdit, en fait, le mariage avant 18 ans. Pourquoi? Oui. Voilà. Maintenant, reste à savoir si elle est respectée. Justement. Puisqu'il y avait certains parlementaires qui défendaient le mariage précoce. Voilà, en fait, le mariage précoce avant 18 ans. Pourquoi? En fait, c'est plus ou moins pour préserver ces jeunes filles-là, en fait, des risques qu'encourt la sexualité précoce. Premièrement, c'est ça. Elles vont avoir une sexualité précoce, elles vont avoir une grossesse précoce, une grossesse non désirée, tomber dans les avortements, en fait, il y a plein de choses qui gangrènent aussi cette sexualité précoce. Donc, je leur dis, vous êtes pressés, pourquoi? Ne soyez pas pressés, attendez, étudiez d'abord. Parce que la jeunesse est le fer de lance de demain. Quand elles me disent, c'est quoi le fer de lance de demain? Je les ai pris un exemple simple, je dis, voilà. Il ne faut pas leur montrer seulement le fer. Justement, je leur dis, en fait, vous êtes ce fer que je lance devant. Ah, c'est ça ce que je leur dis ça, en fait. Je dis, vous êtes ce fer que nous, les parents, nous, les encadreurs, nous lançons devant. C'est ça. Et en fait, nous estimons que cette partie où on a lancé, c'est là où nos forces vont s'épuiser. On va arriver, le temps d'arriver à retirer ce fer. Nous, étant vos parents, vos enseignants, nous allons nous épuiser. Mais vous, en fait, vous allez assurer cette relève. Mais maintenant, si vous vous gangrénez avec tout ce qu'il y a, tels que les risques qu'il y a, non, vous ne pourriez rien assurer. C'est ça. Et on veut une jeunesse valide. C'est ça. Voilà. Et maintenant, l'écoute. Alors, ça, c'est la sensibilisation. Maintenant, l'écoute. De leur côté, comment se fait l'écoute? Comment les jeunes vous renvoient ce que vous leur dites? Ce que je vous dis, en fait, nos enfants sont très curieux. Et ils sont attentifs, respectifs. Et c'est ce qu'ils veulent, en fait. Réellement, ils veulent, en fait, qu'on leur dise des tabous de notre société. Ah. Et quand ils voient, quand ils découvrent qu'on peut déjà leur dire certaines choses, ce sont elles qui reviennent vers nous. D'accord. Elles reviennent vers nous, elles nous posent des questions. Et du coup, en fait, ça nous facilite le travail, oui. Ça nous facilite les orientations, les éducations. Et nous leur disons, bon, pour le moment, vous avez cet âge, on vous parle de la prévention. Et quand vous seriez plus grande, il y a un relais qui va se faire. Ça ne se limite pas à là, nous, on se limite à ceci. Mais demain, vous auriez toutefois la possibilité et l'opportunité de connaître davantage. Donc, ne vous précipitez pas. D'accord. Et vous êtes satisfaite de votre travail? Plus ou moins. Plus ou moins. Oui, alors, je dirais plus ou moins parce que... Le plus, c'est parce que je suis contente de voir que c'est des petites filles, mais elles sont réceptives et puis elles viennent, elles vous disent... Et parfois, elles disent, oui, c'est vrai que j'ai ma soeur, mon amie, voilà. Et du coup, elle a arrêté l'école. Donc, vous, quand vous nous conseillez comme ça... et après, elle demande, mais le sujet sur le mariage, elle nous demande, est-ce qu'on a le droit de dire non au mariage? Je leur dis bien sûr. Que ça soit dans le domaine religieux ou que ça soit dans le domaine de la loi, en fait. Oui. La jeune fille, comme le jeune garçon, a droit de dire quand il veut se marier ou non. On ne peut pas l'obliger au mariage. Donc, elles apprennent, elles se disent, mais non, mais on croyait qu'on allait nous imposer. J'ai dit non, même religieusement, personne ne peut vous imposer. On peut juste vous faire une proposition, mais le choix vous revient. Mais est-ce que nos valeurs culturelles ne sont pas plus fortes que leurs désirs? Oui, c'est vrai. Nos valeurs culturelles sont plus fortes, mais néanmoins, il y a des parents qui comprennent. Il y a des parents qui échangent. Je leur dis souvent, si vous voyez qu'avec la maman, ça ne passe pas, allez-y vers vos papas.
Il y a des pères, en fait, qui ne veulent pas. Je leur ai dit, il y a une chose, les hommes ont une particularité, c'est qu'ils ne veulent pas voir leur fille, leur sœur pleurer. Je leur ai dit ça. Allez-y voir vos grands frères, allez-y voir vos papas. Ils vont vous comprendre à un moment. Ils vont défendre vos causes. Si réellement vous leur dites, moi j'ai des objectifs, mais je vous promets en échange de ces objectifs que je veux faire ceci, je veux faire cela de ma vie. Réellement, ce sont des hommes qui vont vous couvrir et qui vont vous battre. Et la condition, c'est de respecter. Ce qu'eux, ils demandent, c'est un échange gagnant-gagnant. Tu ne veux pas te marier, d'accord. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange, je te promets ma réussite. Ok, et puis ça va. Donc du coup, elles savent qu'elles peuvent le faire. Et c'est plus ou moins ça. Merci. Alors, directeur de la jeunesse, franchement, vous avez du boulot. Hein, parce que vous avez toute la jeunesse là sur vos bras. Sur la question de la sexualité, en tout cas, nous, on a la chance de vous avoir sur le plateau parce que vous abordez franchement ces questions-là. Là, à la première émission, je me souviens, vous avez reproché au censeur, au surveillant de Ibn Sina, non? Oui, c'est ça. Le fait que, parce que lui, en tant qu'homme, il disait, c'est plus facile sur ces questions-là. Nous, on laisse les femmes en parler, quoi. Après, il a compris, il a dit non, c'est pas ce qu'il voulait exactement dire. Bon, monsieur le directeur, donc sur cette question de la sexualité et des comportements sexuels, votre lecture? Ok, je vais peut-être dire quelque chose qui va pas vous plaire à vous. Oui, c'est possible. Et peut-être un peu aussi à ceux qui nous suivent. Je vais simplement dire d'abord que la sexualité n'est en fait pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que la sexualité est même révélée dans toutes nos religions révélées. Mais la difficulté, c'est l'usage qu'on en fait. Okay. Est-ce que vous me suivez un peu? Oui, je sais. Ouais, expliquez. Ça, c'est très important d'abord. Oui. Parce que, en fait, tel que nous le disons, tel que nous l'abordons ici, c'est comme si, de prime abord, c'est quelque chose de négatif. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Pourtant, c'est naturel. Voilà. Non seulement c'est naturel, mais sinon, vous et moi ne serons pas de ce monde. Exactement. Merci, maman. Est-ce que vous me comprenez? Et non, merci, maman. J'ai dit merci, maman, mais en fait, j'ai oublié le père, parce que si papa n'était pas là, maman ne m'aurait pas... Hein? Oui. Maintenant, il faudra dire à nos jeunes, et souvent, il y a un exemple qu'on m'a souvent partagé, c'est que jusqu'à une certaine époque en Europe, oui, on disait aux enfants seulement, tu ne peux pas vivre ta sexualité tant que tu n'as pas 18 ans. Parce qu'ils estiment que 18 ans, l'enfant est à même de comprendre ce que c'est que la sexualité et l'usage qu'il peut faire de sa sexualité. Parce qu'en fait, on suppose qu'à 18 ans, c'est la majorité. Et donc, l'enfant, la petite fille, tu viens la draguer, tu viens l'aborder, tu dis non, écoutez, moi, je ne suis pas 18 ans. C'était une façon aussi d'éduquer les enfants, oui, parce que le père, il sait qu'à 18 ans, son enfant ou sa petite fille comprendra ce que c'est que la sexualité et l'usage qu'elle peut en faire de la sexualité. Ça, c'est un aspect du problème. Maintenant, ça fait partie des défis qui entravent l'épanouissement de nos jeunes. Il ne faut pas se le cacher. Maintenant, qu'est-ce que nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, en tant qu'encadreurs, faisons pour donner les bonnes informations aux enfants? Je l'ai dit ici la dernière fois. Si vous ne donnez pas les informations, les bonnes et utiles informations à votre enfant, quand vous avez le dos tourné, il a la télécommande, il peut changer de chaîne. Et de nos jours, il y a des chaînes ou des sites qui parlent de la mauvaise façon de la sexualité. Et c'est pas seulement à la télé, même la télé, elle est limitée, je dirais, mais les réseaux sociaux, avec Internet, c'est un boulevard. Voilà. Aujourd'hui, si vous prenez 10 téléphones des filles, peut-être que sur les 5 téléphones, vous trouverez des films qui ne sont pas adaptés à son éducation. Et ça, il y a eu un déficit d'information à la base. Parce que l'enfant, lorsqu'il grandit, il a besoin d'un père ou d'une mère qui lui parle simplement de ces choses. Ça l'empêche d'aller chercher dans les mauvais endroits. Parce qu'il a les informations utiles. Mais qu'il se pose des questions
et qu'il n'arrive pas à trouver un tuteur ou un parent à même de répondre à ses préoccupations, ben alors il va se cacher pour chercher ces informations. Et généralement, il tombe dans des groupes, dans des pairs, des groupes d'âge, qui vont lui dire non, mais c'est facile, le soir, viens au ciné du coin, il y a ce genre de films, on peut regarder ensemble. Ou bien, avec les téléphones, on peut lui télécharger, lui envoyer ces genres de films. Et donc, nous, parents, avons la responsabilité, suivant l'évolution de l'enfant, à échanger avec l'enfant. Et malheureusement, il y a des pères aujourd'hui, dès que l'enfant entend sa voix au portail, c'est comme des souris qui disparaissent dans leur coin. Oui. Il n'y a pas d'espace d'échange. C'est ça. Il n'y a pas d'espace d'échange avec l'enfant. Je pensais que ça c'était le passé, mais il y a encore ces pères-là. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui. Bon, heureusement, ils ne sont pas dans la salle. Oui. Ce n'est pas un exemple en soi. Moi, je prends l'exemple de mon garçon qui est en 5e au collège Sacré-Cœur. Oui. Dès qu'il monte dans la voiture à midi, jusqu'à la maison, il me raconte tout ce qu'ils ont fait à l'école. D'accord. Le professeur tel a dit ceci, le professeur tel m'a interrogé, ceci, il a dit ceci, jusqu'à la maison. Qu'il ait une bonne note ou une mauvaise note, il me tend toujours sa copie. Je précise que sa mère aussi cause avec lui, hein, parce que je connais sa mère. Hein. Oui, allons-y. C'est à vous de le dire. Oui. Oui, on finit avec vous. Et donc, comme pour dire que c'est important que chaque parent crée un cadre idéal, convivial pour échanger avec l'enfant. Et c'est depuis la petite enfance jusqu'à l'âge. Je termine par cet exemple. J'ai un ami, j'étais pratiquement l'aîné de la famille. En fait, j'étais son ami et sa sœur devait se marier. Oui. Donc, j'étais dans le comité d'organisation jusqu'au mariage. Oui. On a pris le couple, on les a ramenés à la maison. Oui. La petite est sortie de sa chambre et est venue nous trouver. Elle dit, mais vous allez partir et je fais comment? Oui. On lui dit, ça, c'est la petite... Ça, c'est la mariée. Hein? La mariée? Oh, ouais, notre petite sœur, là. Oui, d'accord. Elle est venue nous dire, mais vous partez, mais je fais comment? Mais tu vas avec ton mari? Mais on lui dit, mais tu fais comment? Mais tu es marié, là. Oui. Alors, elle de dire, elle n'en a jamais fait. Hein? Elle n'a jamais eu de rapport sexuel jusqu'à ce jour. Et elle ne sait pas comment ça va se faire. Okay. Bon, on a souri avec son aîné, puisque moi je suis ami avec... Et on lui a dit, on revient te voir après. On était allé en pharmacie, on a acheté du gel, et on est revenu. On lui a dit, bon, va trouver ton mari, voici comment ça peut s'utiliser. Comme pour vous dire, si elle avait à l'avance eu ce genre d'échange, elle ne serait pas en train de nous poser ces questions à l'heure, à H- quelques heures. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Applaudissez pour Souloukna. Mais bon, des Tchadiens comme vous, je ne sais pas, ils représentent quel pourcentage. On va faire je vais me rapprocher des sociologues pour faire un sondage pour voir les Tchadiens, les pères en fait. Bon, peut-être que l'avantage que j'ai très modestement, c'est que bon, je suis encadreur de jeunesse de formation. Oui. Et puis je ne travaille qu'avec des jeunes, donc peut-être que j'ai plus de facilité. Avant d'être fonctionnaire, j'ai travaillé dans un projet de marketing social des condoms au Tchad. Où j'étais animateur, donc c'est plus difficile de vendre les condoms que de vendre des bonbons. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, parce que quand on arrive... moi aussi, m'est arrivé dans une pharmacie de chercher un préservatif, mais je n'arrivais pas à dire aux pharmaciens est-ce que je peux avoir le préservatif? Vous voyez? Donc on achète le préservatif et puis on va très vite comme ça. Donc on n'a pas été vu. Et pourtant, c'est normal d'acheter le préservatif. Applaudissez pour les préservatifs, s'il vous plaît. Très bien. En tout cas, c'est... Souloukna Léonard, vraiment, je vous encourage à continuer à aller dans les écoles, mais aussi à former. Il faut qu'il y ait beaucoup d'animateurs qui puissent parler comme ça, sans tabou, avec respect, bien sûr, avec respect, tout en sachant que nous avons des valeurs culturelles. Il faut discuter d'abord de nos valeurs culturelles, des valeurs religieuses. Comment on n'empiète pas sur nos valeurs religieuses. Et puis, comme vous le disiez, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, toutes ces questions, en fait, sont abordées. Alors, je parle sous le contrôle du docteur. Lundi, il va y avoir une formation des formateurs sur
l'utilisation de ce manuel. De ce manuel-là. D'accord. Et ce sont des formateurs qui doivent normalement aller former d'autres formateurs. Malheureusement, il n'y a pas assez de participants, il n'y en a que 35. 35, c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'est pour dire que le ministère, l'État tchadien et les partenaires techniques sont à pied d'œuvre, peut-être tout petit encore, mais progressivement ça va s'installer. Pour répondre un peu à votre préoccupation. Et puis pourquoi vous oubliez Technidev? Non, Technidev est partenaire, hein. Technidev est très partenaire. C'est d'abord Technidev. J'ai fait signer l'invitation de Technidev pour l'atelier de lundi, je le dis sous le contrôle docteur. Oui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je vais me tourner vers Madame Azoura Diguera. Je peux dire que vous êtes aussi mère, hein? Oui, et fière de l'être, donc il n'y a rien à cacher. Je dis ça parce que c'est très important de parler aussi en tant que mère, quoi. Comme Madame Doungous parlait, elle sait exactement de quoi elle parle. En plus, vous êtes obligé, amené à suivre votre enfant. L'adolescence se prépare, etc., etc. Alors, Azoura, sur cette question de la sexualité et des comportements sexuels. Oui, votre lecture en tant qu'association aussi, en tant que mère, en tant que parente, en tant que communicatrice, justement. Je commence d'abord par l'association. Oui. Il n'y a pas très longtemps, on s'était mis en collaboration avec 2 autres associations sœurs, notamment Afriane, que vous devez connaître, et Jade, pour pouvoir faire une campagne de sensibilisation, une campagne de proximité. Donc, aller vers les écoles, faire des box pour avoir un counseling et aussi l'offre, un counseling, c'est quoi, conseil. Ah, c'est en anglais. Offrir, oui, des conseils aux jeunes. Conseiller. Offrir counseling. D'accord. Offrir des conseils aux jeunes et aussi se rapprocher d'eux afin de leur expliquer tout ce qui est aspect contraceptif, sexualité à la base et tout. Donc ça, c'est vraiment une campagne qui nous tient à cœur et on est en train de mettre tous les moyens que nous avons pour pouvoir faire de ça une grosse activité pendant toute l'année 2023, donc l'année prochaine. Okay. À part cela, nous menons aussi des campagnes au sein des établissements pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire, par exemple. Parce qu'on n'en parle jamais assez. Une fille, nous reconnaissons que les filles, elles ont 2 fois plus de rigueur à travers dans l'éducation que les garçons. Parce que en tant que parents, dans la société dans laquelle nous vivons, je dois souligner que nous vivons dans cette société patriarcale. C'est pas forcément quelque chose de positif pour la fille. Parce que pendant des années, on lui a inculqué dès le bas âge, à la naissance, ta place, il faut d'abord qu'elle soit bien éduquée pour être une bonne une épouse, une mère, éduquer les enfants. Donc, le poids social qui est sur les épaules de la jeune fille est au-delà de ce qu'elle peut porter. Et parallèlement, le jeune garçon, il est là tranquille. Bon, vous le voyez déjà à travers ce qu'on vit. On a nos sœurs, nos cousines, peut-être nous-mêmes. On était jeunes, on va à l'école. Maman ne peut pas parce qu'elle est au travail. Moi, je me rappelle, quand j'étais en 4e, par exemple, il fallait que je quitte le Sacré-Cœur à 12h10. Je prenne le taxi, je vienne au marché, je finisse, je viens continuer la nourriture qu'on a mis la veille, la nuit au feu, au frigo, donc pour que les autres mangent. Parallèlement, mon frère, il est là. On revient de l'école. Lui, non, la boule, on le tourne sur place. Je parle de la viande qu'on a fait revenir la veille. Voilà, mais il faut terminer la nourriture, vous voyez. Donc ça, c'est juste un aspect de la société qu'on a mis sur la jeune fille. Parallèlement, pour la sexualité, je ne pense pas qu'en tant que parent, un père soit plus enclin soit plus rigoureux envers le garçon que la fille sur sa sexualité. Quand on parle de sexualité, que la fille, oui, que la fille. Quand on parle de sexualité, on vise beaucoup plus, mais pour une jeune fille, avant qu'elle ne soit majeure, le risque c'est qu'elle tombe en grossesse.
Mais pourquoi on ne demande pas au garçon de retenir son sperme dans sa culotte? Le problème, oui, parce que quand on parle de sexualité, on doite beaucoup plus les jeunes filles que les jeunes garçons. C'est vrai. Pourquoi ça doit continuer ainsi? Normalement, comme l'a dit Léonard, conseiller, je l'appelle conseiller parce qu'il a été conseiller de l'association à ses débuts. D'accord. Donc, pour moi, en tant que parent, il faut d'abord considérer les filles et les garçons au même titre. Leur donner des conseils parce qu'un père ou une mère qui se rapproche de l'enfant lui fait éviter beaucoup d'erreurs au courant de sa vie. Je peux peut-être parler pas de manière très crue. On n'est pas, comme on dit, la société elle est différente, la société africaine, comparée à peut-être celle occidentale. Mais il y a des moyens de le faire. Des moyens de pouvoir faire comprendre à l'enfant que le chemin que tu es en train d'emprunter a plein d'embûches. Essaye d'aller plutôt à gauche, essaye de venir à droite. Mais nos parents n'ont pas cette capacité-là de pouvoir bien communiquer avec les enfants. Soit c'est les réprimandes, soit c'est venir taper, soit... Du coup, ça crée cette frustration à l'enfant qui s'est dit, mais pourquoi est-ce que lui, quand il était à son âge, on lui faisait la même chose? Et parfois, il te raconte même des histoires qui n'ont peut-être jamais existé. Moi, j'étais comme ça, on m'a fait ceci, cela, mais ça ne traduit rien. En tout cas, moi, j'ai jamais parlé de sexualité avec mon père. Hein. Voilà, vous voyez, donc ils veulent ramener cette ère-là à l'ère actuelle. Ils doivent savoir, en fait, que le temps change. C'est ça. Il y a 100 ans, c'est pas comme ça que les parents communiquaient avec les enfants. 50 ans après, c'était pas de la même façon. Maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, où je peux dire c'est l'ère la plus dangereuse, comme on le dit, l'information elle est donnée à flux massif et on ne sait pas. La plus dangereuse, mais aussi la plus riche. Hein. Bien sûr, il y a toujours le côté positif et négatif, mais moi, je parle beaucoup plus côté accès à l'information sur la sexualité. Oui. Si les parents ne changent pas leur mentalité en voulant garder celle ancienne, se disant que bon, vous allez l'apprendre peut-être le jour de votre mariage, comme pour la sœur du DG, ou alors qu'elle-même, elle aille le faire avec ses copines ou des conseils qui n'ont pas de sens. Mais moi, en tant que mère, je prends d'abord cette responsabilité en main. Il faut savoir que les phases de l'évolution de la vie du garçon ou de la jeune fille, nous sommes déjà passés par cela. Dès que l'enfant a 8 ans, quel type de communication je dois le dire? À 12 ans, il commence à entrer dans la phase de la puberté. Est-ce que je dois changer ma manière de l'approcher? La fille, comment je vais faire pour la mettre en confiance afin qu'elle puisse venir se confier à moi? Ainsi de suite, vous suivez l'évolution de la personne jusqu'à arriver à l'âge normal où vous sentez qu'elle est peut-être à maturité. Il y a des filles qui sont plus précoces. Hein. À 15 ans, elles connaissent peut-être des choses que moi, à mon âge, maintenant, je ne connais pas. Possible. Voilà. Donc, mais l'essentiel, c'est de généraliser. Du coup, il faut suivre l'enfant selon son évolution et en grandissant, essayer d'adapter le type de communication afin que la personne se sente vraiment outillée pour que le moment venu, il ne soit pas face à quelque chose, soit qu'il ne connaît pas, ou alors qu'il fasse autre chose. Merci Azoura, voilà. Merci. Applaudissez très fort pour la présidente de GELAF. Et puis, docteur, nous allons finir avec vous, clore donc cette émission en sachant que ce n'est qu'une émission, le gros travail, là, comme disait déjà avec le directeur de la jeunesse, le fait qu'on commence à former des formateurs. Ça, c'est une très bonne chose. Le travail que Mme Doungous continue à faire et puis la chance d'avoir des médecins comme vous qui s'intéressent à la santé publique. Hein. C'est ça ce qu'on dit. Hein. Voilà. Ça, c'est une chance. Et puis, évidemment, nos amis de Technidev, applaudissez très fort parce que mes amis sont là, dans la salle et très actifs. Alors, donc, on finit avec vous sur ces questions. On n'a pas peut-être tout abordé, on n'a pas abordé l'offre des services de santé. Donc je dirais beaucoup plus avec vous sur l'offre de services de santé reproductive adaptée aux jeunes. Aujourd'hui, quelle offre? Pas trop quand même. Ok, merci. Sinon, veuillez m'excuser, je vais peut-être juste revenir rapidement, dire deux mots sur les comportements sexuels, de la sexualité, avec des cas que j'ai vécu en tant que professionnel et que peut-être ça peut servir à un changement de comportement. Voilà, donc je voulais rejoindre un peu le directeur par rapport à ce qu'il a dit, parce que j'ai l'impression qu'on prend la sexualité comme un truc de négatif. D'accord, n'ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur. C'est pas le diable, voilà.
ce n'est pas le diable. C'est ça. Parce que ça fait partie intégrale de notre vie, de notre développement. Et c'est grâce à ça aussi, comme les autres l'ont dit, voilà, notre race se perpétue. Donc, c'est vrai. La question fondamentale, c'est la gestion. C'est la gestion responsable, j'allais dire, de notre sexualité. C'est ça. Et comment le faire encore, comment parvenir? C'est grâce à l'offre des informations scientifiques, d'accord, qui permettent de garder une certaine prudence par rapport à certains comportements. Voilà, donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à la santé de la reproduction et surtout son aspect positif. C'est ça. Bon, tel que même défini aussi par l'OMS, d'accord, la santé de la reproduction, on dit que c'est un bien-être complet, hein, tant physique que mental et social de l'individu, pour tout ce qui concerne l'appareil génital, son fonctionnement et ses fonctions. Donc, vous voyez, par exemple, on n'a pas... Pour dire qu'il y a quand même... on ne peut pas tout aborder, c'est très complexe. Hein. Oui. Quand on a préparé l'émission, que ce soit avec l'artiste Hélène, qui est un artiste, donc on va dire très ouvert sur la question. Maintenant, sur la question de l'anatomie, nous nous sommes posé la question de savoir, mais comment parler du sexe, en fait? Comment parler du vagin? Comment parler du pénis, en fait, dans une émission? C'est pas si évident que ça. Et je pense que, là, j'ai prononcé les mots, mais on n'a pas encore trouvé. On doit réfléchir à la manière de dire ces mots-là, même si la question de la sexualité est une question naturelle. Mais ça demande de la réflexion, quoi, pour trouver les mots justes. Et que ça respecte un peu notre culture. Oui, voilà, c'est ça. Mais effectivement, il faut en parler. Effectivement, il faut en parler. Oui. Parce que si on n'en parle pas, comme on l'a dit, il y a toujours les conséquences. Et tout à l'heure, je voulais, par mon expérience, d'accord, parce que j'étais confronté un jour à un problème avec une jeune fille de 18 ans, oui, qui était venue en fait en consultation parce qu'elle boitait. À la veille de la consultation, elle avait cogné un bricaillon. Oui. Donc quand elle est entrée au bureau, me voir, elle boitait et elle me disait que c'était ça et que sa mère lui a envoyé de faire la radiographie. Oui. Donc je m'amusais, je lui ai dit non, mais ta mère n'est pas médecin, c'est moi le médecin, c'est moi qui décide. Oui. Donc vous m'exposez votre problème, je vous écoute, après je vais vous examiner et après ça je vais décider. Et ça nécessite la radiographie du pied ou pas. Oui. Ok, mais j'ai trouvé quand même que, voilà, on connaît, hein, tout le monde le fait, non? Oui. Un bricaillon et puis on part à l'hôpital, demander la radiographie, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Et comme nous, hein, nous à l'école de médecine, nos maîtres nous disent il faut examiner de la tête aux pieds. Okay. D'accord? Donc pour un petit problème au pied, mais je l'ai mis quand même sur le lit, je l'ai examiné. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Elle avait une grosse vaginose, une grosse infection vaginale. En fait, c'est ça là qui l'empêche de marcher droit. Mais elle a menti. Honte. Non, elle n'a pas menti, mais elle a honte de me dire. Parce que c'est tabou. Entre honte et mensonge. Bon. Ça peut... Oui, oui. Voilà. Oui. Donc c'est pour dire, oui, même quand bien même on est malade, c'est difficile d'aller s'ouvrir au personnel de santé et puis voilà, dire ses problèmes et puis voilà, se faire soigner. Mais nous, docteur, quand on avait la blénorragie, oui, on ne disait pas, hein. Voilà, parce on pissait, ça faisait mal et puis c'est tout. Mais vous gardez. Oui. Or, les conséquences, c'est quoi? C'est vrai que vous allez supporter, ça va passer, mais tôt ou tard, si c'est chez la jeune fille, bon, mais ça ferme ses trompes. Donc, demain, elle n'a plus enfant et c'est une stérilité. Et puis grave. voilà, vous voyez, tout ce qui est conséquences sociales chez nous, quand une femme n'a pas des enfants au foyer, c'est grave, difficile. c'est grave. C'est infernal pour la famille. Voilà. Donc, des petites trucs qu'on néglige, mais demain, voilà, c'est ça les conséquences. D'accord. Raison pour laquelle il faut en parler. D'accord. Voilà. Alors, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. On a la chance de vous avoir, comme je disais. L'émission tire à sa fin. Boum, boum, boum. Est-ce que vous êtes fatigué? Je suis très... Est-ce que vous êtes fatigué? Oui? Non? Alors, si vous n'êtes pas fatigué, vous faites Fest Africa Show, ça fait chaud au cœur. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas content d'être invité dans cette émission qui fait chaud au cœur? Dites, Fest Africa Show, ça fait chaud au cœur. Et ça fait boum, boum, boum. Et nous allons toujours revenir ici. Voilà. En tout cas, merci, merci. On va certainement se retrouver dans d'autres cadres pour continuer à échanger avec vous. Et vous faites franchement un travail formidable par rapport à notre jeunesse, puisque sans elle, sans cette jeunesse, eh bien, le pays n'existera pas tout simplement. Et donc c'est un travail vraiment, en plus avec le travail bénévole de GELAF, d'autres associations qu'on avait reçues et tout.
Et puis, je voudrais encore une fois féliciter l'Institut Amoul de Farsha qui nous a fait l'honneur de venir. Applaudissez. Et bien sûr, Zénith qui est valablement représenté aussi. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Technidev, bien sûr, mais ça, c'est la maison. Tous ces techniciens que vous voyez, ils sont si beaux, ils travaillent, c'est pour vous. Applaudissez très fort pour eux. Surtout celui qui est assis là. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Voilà, et puis évidemment l'équipe de Fest Africa Show, parce que nous sommes 200 derrière qui travaillons. Hein. C'est pas seulement... Oui, 200 personnes qui travaillent. Alors, envoyez le générique, s'il vous plaît, de fin, et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. On kiffe, on rigole, captivant tout le temps, chaud, paisible et inspirant. C'est pour mes ladies, pour mes hommes, c'est de la culture, c'est le sport, l'écriture, l'innovation, éducatif et fraternel.